Comment être heureux et comment le rester ? C'est une question existentielle que je te propose d'examiner ensemble et surtout te dire un petit peu ce que la science, les études scientifiques qui ont été faites en la matière nous en disent. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine je t'apporte des astuces, des techniques, des solutions, des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà une question existentielle qui concerne énormément de monde. Quand on sait que 70% de la population aujourd'hui aspire à un profond changement dans sa vie, que ce soit sur un plan privé ou sur un plan professionnel, donc c'est quelque chose d'un pourcentage extrêmement important. Et ça signifie que 70% de ces gens aspirent à être plus heureux, à avoir davantage de plaisir, de joie, de bonheur simplement dans leur vie. Et que, on peut se poser la question de se dire, mais finalement, qu'est-ce que le bonheur ? Et si on en croit les études qui ont été faites à ce sujet, que j'ai tendance à partager les conclusions, le bonheur, c'est pas quelque chose, c'est soit on est heureux ou soit on n'est pas heureux. Le bonheur, déjà, c'est quelque chose, si on prend ce gâteau du bonheur, de 100% de bonheur, il faut savoir que les études nous démontrent qu'on a un capital de départ de bonheur qui est de l'ordre de 50%. D'accord ? Ces 50% sont d'ordre génétique, ça vient de nos ancêtres, de nos parents, si je suis en pleine santé, si mon système endocrinien ou mon système hormonal fonctionne bien, déjà 50% du chemin vers le bonheur est fait, puisque le fait d'avoir ses 10 doigts, de respirer, d'être en pleine santé, c'est déjà de nature à se réjouir et puis d'être content. Et puis très souvent, on a cette croyance de se dire, mais finalement, si je ne suis pas heureux, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mes collègues, c'est de la faute du métier que je fais ou des études que je n'ai pas faites, ou c'est de la faute de l'État, du temps qu'il fait, de la police, de mes voisins, de mes enfants. Enfin, de penser que finalement, mon bonheur dépend de facteurs extérieurs. Et ce que nous démontre la science, c'est que en fait, ces circonstances extérieures ne représentent que 10% de notre bonheur. 10%, c'est une partie infime. Le fait que je sois riche ou que je sois pauvre, le fait que j'exerce un métier intéressant ou rébarbatif, le fait de l'endroit où j'habite, de la ville, ou que je sois à la ville ou à la campagne, que je sois en villa ou dans un appartement, etc., etc. Donc en fait, ces facteurs externes à ma personne, ça ne représente que 10% de mon potentiel de bonheur. Donc c'est vraiment la partie infime de mon bonheur. La réalité, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ces 50% de capital de départ qui sont mes facteurs génétiques, ma santé, plus ces 10% de facteurs de circonstances extérieures qui sont finalement le contexte autour de moi, on arrive à 60% et on se rend compte qu'il reste encore une grosse part de gâteau de 40%. Et ces 40%, ça constitue ton investissement personnel. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit ? C'est que ces 40%, c'est ta marge de progression par rapport à ton bonheur, c'est-à-dire c'est la façon dont tu vas appréhender les choses, ta manière de réagir, la perception que tu vas donner à ce qui t'arrive, qui va finalement représenter ta capacité à augmenter ce capital bonheur de l'ordre de 40%. Et 40%, c'est absolument phénoménal. Ça veut dire que quoi qu'il advienne, on n'a jamais un capital de départ génétique qui est à 0%, donc on a de toute façon un certain nombre de pourcentages. Donc, comme je le disais, si je suis en pleine santé, je suis déjà à 50%. Si les circonstances extérieures sont favorables, j'arrive déjà à 60%. Et puis après, j'ai encore 40% pour arriver à 100%. Et puis même si les circonstances extérieures, je les juge défavorables, 50% plus 40%, on arrive quand même à un total de 90%. Ce qui veut dire que ce facteur de bonheur, si on essaye de calculer ça sur un 100%, on a une marge, on a une immense marge qui finalement qui nous incombe, dont nous sommes responsables. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les autres qui vont faire ton bonheur, mais tu es ou chacun de nous est responsable de son propre bonheur. Et là, en fait, il y a plusieurs mythes qui rentrent en ligne de compte. Le premier mythe qui est largement répandu, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui se trouve. Le bonheur, ça n'est pas une destination. Ce n'est pas le terme d'un voyage où finalement nous aborderions enfin la terre promise. Il n'y a pas d'ailleurs à trouver parce que le bonheur dépend de soi, le bonheur dépend de toi. Alors comprendre que 40% de ton bonheur révèle d'un investissement personnel,
eh bien, c'est de te permettre de comprendre que tu peux orienter ta propre vie au moyen de stratégies qui vont être décisives, des stratégies que tu vas mettre toi-même en œuvre pour te forger finalement une personnalité qui va être plus heureuse. Et croire que le bonheur, c'est une destination qui va s'atteindre, eh ben, c'est un petit peu comme de croire que finalement, je vais être heureux seulement s'il m'arrive des bonnes choses dans ma vie, si, par exemple, je vais trouver l'âme sœur, ou si je décroche le métier de mes rêves, ou si j'ai une belle maison, ou etc., etc. Et peut-être que tu en as déjà fait l'expérience ou que tu as des gens dans ton entourage qui toute leur vie se sont dit et continuent à se dire encore aujourd'hui quand j'aurai ceci ou cela, quand j'aurai 18 ans, c'était mon permis de conduire, quand j'aurai fini mes études, puis après c'est quand je serai marié, puis après quand j'aurai des enfants, puis après quand j'aurai le job de mes rêves, puis après c'est quand les enfants seront grands, quand j'aurai des petits-enfants, puis après finalement quand je serai à la retraite. Et puis on se rend compte que finalement, c'est des gens qui ont couru toute leur vie après la prochaine étape en se disant quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, alors enfin je serai heureux. Puis en fait, on arrive à cette étape et effectivement, le cerveau immédiatement va reprogrammer une nouvelle définition de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est mon objectif à atteindre pour pouvoir être heureux. Et on se rend compte que toute sa vie, on a vécu un peu cette vie dans le futur en se disant quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je vais être heureux, au lieu de se réjouir de qui je suis, de ce que j'ai, de faire preuve de gratitude. Comme je te disais, simplement chaque matin de pouvoir voir le jour se lever, d'avoir un toit sur la tête, un frigo qui est rempli, peut-être d'avoir un travail, peut-être de pouvoir faire des loisirs, etc. etc. Enfin, il y a ne serait-ce que l'eau courante ou le fait de pouvoir se laver. Il y a des choses qui sont complètement triviales, qu'on considère comme totalement acquises. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une immense majorité de la population mondiale qui n'y a même pas accès et que pour nous, c'est quelque chose qui coule de source et en conséquence qu'on n'arrive même plus à apprécier. Donc, simplement remettre les choses en perspective. Le bonheur, c'est pas quelque chose, c'est pas une destination, c'est pas quelque chose qu'on va trouver ailleurs. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Le bonheur, c'est dans toutes les petites actions, toutes les petites choses pour lesquelles on a cette capacité de se réjouir, d'éprouver de la gratitude. Et ça, c'est quelque chose qui change véritablement la vie. Parce que le bonheur, c'est finalement orienter sa vie dans la direction qui est bonne pour nous. Mais c'est surtout prendre du plaisir sur le chemin, parce que quand j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, un petit peu comme si j'étais arrivé au sommet de la montagne, pour celles et ceux qui font de la montagne, qu'est-ce que je vois ? Quand j'arrive au sommet, je me rends compte que de l'autre côté, ça redescend, et puis qu'un petit peu plus loin, il y a un autre sommet, puis encore un petit peu plus loin, il y a un autre sommet, et puis c'est là que les gens vont avoir cette propension à se dire quand je serai là-bas, alors là, cette fois-ci, je serai comblé, ce sera formidable, je serai heureux. Et c'est l'exemple d'Uli Steck, que tu connais peut-être, qui est un montagnard suisse qui était très connu, qui est malheureusement décédé dans un accident, mais qui a battu tous les records de rapidité pour monter des sommets, qui montait en solo sans être assuré. Des parois d'une extrême difficulté, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier, qui a gravi aussi, qui a battu les records de rapidité pour monter à l'Everest et puis pour tous les grands 8000. Et donc il y avait chaque fois cet objectif, quand j'aurai ci, quand je serai ça, quand j'aurai fait ce sommet, quand j'aurai fait ce sommet. Puis quand il a fait tous les sommets, qu'il a battu tous les records, il est arrivé à un moment donné où tout à coup, il y avait plus rien derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une dépression. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a souvent chez les sportifs d'élite, c'est que tout à coup, on arrive au sommet, puis d'un coup, on se rend compte, donc on a couru finalement après ce qu'on croit qui va nous amener du bonheur, et puis une fois que je l'ai atteint, il n'y a plus rien, d'un coup, il y a une vacuité qui s'installe, il y a une espèce de vide, un sentiment de vide, et puis c'est la dépression, parce que tout à coup, l'objectif, ce qui donnait du sens à ma quête, ce qui me donnait envie d'y arriver, je l'ai atteint, puis d'un coup, il n'y a plus moyen d'aller plus loin que ça. Et en réalité, la vie, c'est une suite d'expériences, c'est des contextes, c'est des moments de bonheur ou pas. Et le bonheur va véritablement résider dans notre capacité à accepter ce qui est, plutôt que de vouloir tout le temps contrôler ou changer, et à faire preuve de gratitude pour ce que nous avons ou pour ce que nous sommes. Par exemple, si je prends un exemple qui revient très souvent sur la table, c'est que j'aime pas mon job. Et effectivement, les gens disent j'aime pas mon job, je déteste mon travail. Et effectivement, si je considère mon job comme une contrainte, et tant que je considère mon job comme une contrainte, tant que je suis dans cette dynamique-là, évidemment, je peux pas être bien dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis dans la lutte.
je suis dans la pénibilité, je suis dans la difficulté, je suis dans la volonté de contrôler la situation. Puis le résultat, c'est que j'ai pas de motivation, je suis désengagé, ça me fatigue, j'ai pas envie, et je vais ruminer. Et puis je rentre dans un cercle vicieux qui me tire vers le bas, qui va et en plus impacter tous les autres compartiments de ma vie. Hein. Quand j'en ai plein le dos, plein les bottes de ce job et puis que je rentre à la maison, évidemment, je suis pas réceptif pour mon épouse, je suis pas réceptif pour mes enfants. Peut-être que je vais me plaindre auprès d'eux dans une tentative désespérée de chercher d'aide. Et je parle en connaissance de cause puisque moi, j'ai vécu ça pendant des années où véritablement, quand j'étais à la banque, j'ai beaucoup ramené de ces frustrations et de ces problèmes à la maison parce que je n'avais pas à l'époque les outils ou les clés pour pouvoir transformer ça. Et eh bien, effectivement, tant que je reste dans cette dynamique, je vais être dans un cercle vicieux qui va me tirer vers le bas. Et par contre, mon invitation aujourd'hui pour toi, c'est de reconnecter avec le sens de ce que tu fais en te posant la question, mais quel est le sens de ce que je fais? À qui ça sert, hein? Aussi bien à moi ou aux autres, à qui ça sert ce que je fais, à quoi ça sert. Et alors, une fois que tu as répondu à cette question, à qui ça sert? À moi, notamment, parce que ça me permet de remplir mon frigo, de partir en vacances, d'avoir un toit sur la tête, ou de m'habiller, ou peut-être de mettre de côté pour des loisirs, ou pour me payer une formation, ou pour me payer un coaching, me faire accompagner pour pouvoir transformer cette situation. En tout cas, faire en sorte de pouvoir mettre des choses de côté qui vont me permettre de faire une transition pour pouvoir changer de carrière, changer de métier, ou bien simplement prendre le temps de réflexion pour pouvoir trouver la bonne chaussure à mon pied, ce que j'ai véritablement envie de faire pour ne pas me retromper une fois supplémentaire. Donc, ne serait-ce qu'à moi, puis aux autres, à quoi ça sert ce que je fais? Si je ne fais pas mon boulot, les autres seront incapables de pouvoir achever leur mission, de pouvoir rendre tel et tel service, de produire tel ou tel bien, etc., etc. Donc, en fait, venir reconnecter avec la grande photo, hein, de big picture, comme ils disent en anglais, de se dire, OK, peut-être que je suis un petit rouage dans la grande horloge, mais que si je ne suis pas là, la mécanique ne peut pas tourner, et finalement, c'est ce travail que je suis en train de faire sert à quelqu'un, à moi ou à d'autres, et effectivement, ça me permet de me reconnecter au sens, à la mission, à l'importance finalement de ce que je suis en train de faire. Et le fait de pouvoir reconnecter avec le sens, redonner du sens à tes actions, ça va peut-être te permettre de dire, OK, ma situation est temporaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le boulot de mes rêves que je suis en train de faire, mais effectivement, je suis en train de travailler pour voir qu'est-ce que j'aimerais faire exactement, comment est-ce que je vais devoir faire, ou par quelles étapes je vais devoir passer pour pouvoir y parvenir. Et puis, dans l'intervalle, ça me permet néanmoins de maintenir un style de vie, de maintenir peut-être d'élever ma famille, etc., et de pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Simplement, j'ai fait un constat. D'accord, c'est OK, on va pas y passer des lustres là-dessus, mais en tout cas, pour le moment, c'est quelque chose de temporaire et je vais pouvoir ensuite transitionner vers ce qui fait véritablement du sens pour moi. Et alors, ce faisant, ça me permet de retrouver du sens, redonner du sens à mes actions et je peux retrouver davantage d'engagement, davantage de motivation. Ça va me permettre d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, moins frustré, de prendre les choses avec du recul. Hein. Finalement, ma vie n'est pas en jeu par rapport à ça et c'est quelque chose qui aide véritablement à faire... à passer le cap. Il y a un deuxième mythe également qui est largement répandu, c'est que les gens ont tendance à penser que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toujours les études qui ont été faites à ce sujet qui le disent, c'est que le bonheur, ça va consister à changer d'environnement. Hein. C'est cette idée un petit peu qu'on serait heureux si et seulement si, et à condition que ma vie évoluait dans le bon sens. Le genre de pensée qu'on va nourrir, c'est des trucs de style « je serai heureux si » ou « je serai heureux quand hein, », comme j'ai dit tout à l'heure, et on a tendance à tomber dans ce genre de logique quand on se rappelle certains des moments de notre existence qu'on a éprouvé un réel bonheur, tout en pensant qu'on ne va jamais parvenir à retrouver les circonstances exactes qui l'ont généré ou qui l'ont suscité. Comme par exemple les années où j'étais à l'école ou à l'université, ou la première fois où je suis tombé amoureux, ou l'époque où mes enfants étaient plus jeunes, ou le séjour que j'ai effectué à l'étranger, hein, où d'un coup on se remémore ces périodes ou ces tranches de notre vie où on était insouciant, c'était le bonheur, on était heureux, etc. Et puis avec cette impression qu'on n'arrivera jamais à retrouver ça.
Et en réalité, les éléments qui ont déterminé notre bonheur à une certaine époque de notre vie résident toujours en nous. Simplement, ils attendent d'être mis à profit, d'être actionnés, d'être activés. Et du reste, il est prouvé que les changements extérieurs influencent finalement très peu notre bien-être, même si ces changements sont fabuleusement positifs. J'en veux pour preuve cet exemple. Il y a un livre qui est très intéressant qui a été écrit par Sonia Lyubomirsky qui s'appelle « Comment être heureux et le rester, augmenter votre bonheur de 40%. Qui explique tout cela très bien. Et du reste, l'auteur était victime d'un handicap visuel, donc elle voyait très très mal, et elle était obligée de porter des verres de contact très épais qui étaient très, très dérangeants, et jusqu'à 36 ans, en fait, elle était vraiment handicapée par sa vision, et elle a pu bénéficier, en fait, grâce au progrès de la technique, d'une opération au laser qui lui a permis de rétablir sa vision à 100%. Et avant l'opération, elle se disait, waouh, le jour où je retrouve ma vision, ça va transformer ma vie, ça va être fabuleux, je vais être la personne la plus heureuse du monde. Donc elle se fait opérer, elle retrouve son champ de vision. Pour la première fois de sa vie, elle peut voir ses pieds directement quand elle se douche, elle peut voir l'heure qu'il fait en pleine nuit en regardant son réveil, elle peut distinguer véritablement les choses, donc elle retrouve une vision tout à fait normale. Et puis elle confesse que 2 semaines après cette opération, elle s'est complètement adaptée à la situation, et qu'en fait c'est devenu totalement normal. Elle n'éprouve plus de bonheur particulier par rapport à cette situation. Et ce phénomène est dû en fait à une force puissante que les chercheurs, les psychologues ont étudiée, qui s'appelle l'adaptation hédonique. Et l'adaptation hédonique, en fait, c'est cette propension qu'ont les êtres humains à faire preuve d'une étonnante capacité d'adaptation, à s'accoutumer aux changements sensoriels ou physiologiques de manière très très rapide, que ce soit des changements positifs ou même des changements négatifs, positifs dans le cadre de Sonia Lyubomirsky qui a retrouvé finalement une vision à 100%, mais négatif par exemple pour des personnes qui pourraient avoir un accident, se retrouver tétraplégique, paraplégique ou perdre la vue ou ce genre de choses. L'être humain va finalement s'adapter très rapidement à la hausse ou à la baisse par rapport à sa situation. Et les études qui ont été faites sur ce sujet, quand on a des personnes qui tout à coup se retrouvent dans une chaise roulante, il y a tout un tas de choses qu'elles ne peuvent plus faire, mais tout à coup ça devient des choses qui sont impossibles, et elles vont adapter finalement leurs attentes par rapport à ce qu'elles sont encore capables de faire. Donc c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est moins heureux que quelqu'un d'autre. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, mais ça n'influe finalement aucunement sur notre capacité à être heureux. Et donc cette adaptation, pour donner un exemple un petit peu plus trivial, c'est exactement comme quand tu cuisines chez toi avec de l'ail ou bien des oignons. Donc ça va sentir quelque chose. Toi, tu fais ta cuisine, tu manges ton plat, et puis tu ne sens pas que réside dans ton appartement peut-être une odeur de cuisine qui s'est répandue. Puis tout à coup, tu sors de chez toi, tu vas, je sais pas, tu descends à la boîte aux lettres ou tu vas faire un tour dans le quartier. Et puis quand tu rentres, c'est là que tu t'aperçois que tout à coup, il y a cette odeur de cuisine qui réside encore dans ton appartement et dont finalement tu n'avais plus du tout conscience. Simplement parce que le corps, l'être humain a cette propension à s'adapter finalement à son environnement, à ce qu'il est en train de vivre, à ses capacités, à ce qu'il peut faire, et ça change véritablement tout. Et quand je parlais de changement de positif, on a aussi très souvent des gens qui rêvent de gagner à la loterie à numéro, en se disant si je gagnais à la loterie à numéro, alors ce serait tellement fabuleux, je ferais ci, je ferais ça, ce sera extraordinaire. Et en fait, une fois encore, les études qui ont été faites au sujet de la loterie à numéro démontrent qu'une année après que les personnes aient gagné à la loterie, leur niveau de bonheur n'a pas du tout augmenté. On s'est simplement tout à coup embourgeoisé, ou disons que satisfait de la situation telle qu'elle est, mais ça ne va pas donner davantage de bonheur, simplement parce qu'on va se faire justement tout à coup, si j'ai une nouvelle maison, pendant un certain temps je suis content, puis au bout d'un moment ça devient juste la norme chez moi. Si je peux me payer des vacances aux Seychelles, tout à coup ça devient la norme chez moi, etc., et on est tout le temps dans cette dynamique là. Et pour les personnes qui sont achetées une maison, très souvent on s'achète une maison, d'abord une petite maison quand on est en début de parcours, puis tout à coup on se dit tiens, avec les enfants ce serait bien quand même si on avait encore un bureau, si on pouvait mettre un patio, si on avait une piscine, etc. Puis alors tout à coup il y a de nouveau il faut quelque chose de plus grand ou de plus luxueux. Si j'ai une voiture, je veux une nouvelle voiture, une plus grosse, une plus puissante, une plus prestigieuse. Donc on est toujours un petit peu dans ce truc dont on pense que le plus va tout à coup faire mon bonheur, alors que finalement non, on va simplement s'habituer à ce niveau de vie ou au contexte dans lequel on évolue.
Et en résumé, pour conclure cette capsule, c'est que en réalité, toute tentative de changer durablement ta vie, ça implique un effort puissant et soutenu. Et pourquoi est-ce qu'on a autant de gens qui aujourd'hui sont dans cette dynamique? C'est que beaucoup de gens soit ne peuvent pas ou ne veulent pas fournir l'effort pour pouvoir finalement bien atteindre leur bonheur. Parce que finalement, ce qui donne de la saveur aux choses, eh bien, c'est de faire un effort. Hein. Du reste, moi qui ai côtoyé le milieu bancaire pendant des années avec la clientèle ou même des collègues qui étaient très fortunés, etc., eh bien, on se rend compte que quand on a du filet de bœuf tous les jours dans son frigo, qu'on en mange 3 fois par jour, on n'apprécie plus le filet de bœuf. Et puis, quand on peut tous payer, les choses n'ont plus de goût. Hein. Simplement, ça devient dérisoire. Il n'y a plus de fun. Il n'y a plus d'effort à fournir. On est simplement dans la facilité. Et puis, si je ne fournis pas d'effort, c'est aussi l'effort qui vient donner la valeur à la chose qu'on va avoir. Donc, pour pouvoir être plus heureux, selon moi, ça passe automatiquement par une introspection, par la connaissance de soi. Et c'est l'un des gros problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on ne t'apprend pas cette connaissance de soi. Au contraire, on veut surtout pas que les gens se posent ce genre de questions. Pourquoi? Parce que se poser ces questions, c'est déjà y répondre quelque part. C'est se dire, ok, qu'est-ce que finalement je dois venir nourrir en moi en termes de besoins pour pouvoir m'épanouir, qu'est-ce que je dois poser comme action pour aller davantage vers ce qui fait du sens pour moi, etc. etc. Et du reste, c'est pas moi qui le dis. Hein. Socrate en parlait déjà 500 ans avant Jésus-Christ. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je suis convaincu, absolument convaincu de cette phrase-là. La connaissance de soi, ça nous permet de comprendre nos mécanismes de fonctionnement. Ça permet de comprendre ce qui vient générer chez nous de la motivation, ce qui vient générer chez nous du plaisir, de la joie, ou au contraire, des émotions difficiles, de la pénibilité, de la difficulté, du stress, de l'anxiété, etc., etc. Et tant que je n'ai pas conscientisé ces mécanismes-là, tant que je n'ai pas pris conscience de mon mode de fonctionnement, je peux difficilement poser des actions justes qui aillent dans le sens de ce que j'espère obtenir pour ma vie, dans le sens de mon épanouissement, dans le sens qui donne une direction à ma vie, qui fait du sens pour moi. Et c'est un passage obligé. Alors, dire qu'effectivement ça demande un effort, oui, ça demande un effort. Ça demande aussi du courage, le courage simplement de retourner le miroir face à soi pour voir un petit peu, non pas ce que je crois que je suis, mais qui je suis réellement. Et puis comprendre mes modes de fonctionnement, comprendre ce qui vient faire écho chez moi, ce qui vient me blesser, ce qui vient me mettre en réaction, ce qui vient me frustrer, et puis ensuite de pouvoir se dire, maintenant on va laisser tomber l'image sociale au profit de mon opinion personnelle, que me coûte mon comportement, pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi, et finalement qu'est-ce que je me fous finalement de la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres, hein, donc on s'en fout. Il faut apprendre finalement à lâcher prise par rapport à tout ça, pour pouvoir venir se reconcentrer sur soi, sur ce qui fait véritablement du sens, sur ce qui vient nous nourrir dans notre quotidien. Et ça, je peux te garantir que c'est un véritable game changer. Parce que la source du bonheur, finalement, se trouve dans la façon dont nous pensons, dans la façon dont nous nous comportons, dans la façon dont nous fixons des buts chaque jour de notre vie, et qu'il n'y a pas de bonheur sans action. Alors, si d'aventure ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à mes emails confidentiels. Mes emails confidentiels sont des emails que j'envoie de manière hebdomadaire, donc une fois par semaine, et dans lesquels je te partage d'autres réflexions, des solutions pour approfondir ta connaissance de soi, à l'aide d'outils qui vont te permettre de conscientiser ton mode de fonctionnement, d'identifier ce que tu dois impérativement nourrir chez toi pour améliorer ton ressenti, pour améliorer ta qualité d'être, et finalement, pour améliorer ta qualité de vie. Je te mets le lien en descriptif si tu souhaites me rejoindre dans ces emails confidentiels. Je te laisse réfléchir à tout ça. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je te souhaite non seulement une excellente journée, mais je te dis à très vite.